Alors, on va parler de nouveaux business models du gratuit. On va voir si c'est le début de la fin d'un web où ce gratuit a régné en maître en engloutissant en contrepartie nos données personnelles jusqu'aux plus sensibles. On en parle avec Virginie Févet, fondatrice directrice générale de l'école de formation digitale Startac et autrice du livre Stratégie e-marketing. On en parle également avec Alain Staron, disrupteur opérationnel, auteur de Autodisruption et CEO de l'agence de co-développement Amborella. Également en visio avec nous Christophe Bosquet, président de l'agence conseil en acquisition digitale Effinity. Voilà, on a des professionnels du marketing sur ce plateau. Alors Virginie, vous avez fondé, créé plusieurs entreprises dont certaines étaient basées sur un modèle 100% gratuit avec sans doute, j'imagine, vous nous le direz, un modèle publicitaire et donc du traçage, des cookies, du suivi, en tout cas, des surfs des internautes. On peut parler notamment de Leslie, qui a démarré par un moteur de recherche gratuit d'activité. Est-ce que, aujourd'hui, vous pressentez que ces modèles qui ont fortement fonctionné sont un peu mis en danger ? C'est sûr qu'ils sont mis en danger puisque, de toute manière, les lois ont évolué. La loi, RGPD a fait que, de toute manière, aujourd'hui, avec le consentement, avec toutes les contraintes qu'il y a, la data n'a plus un si bel avenir. Il faut se remettre en question. Je pense que ce sont des modèles qui vont évoluer. En revanche, le gratuit a aussi fait perdre de la valeur à certaines choses. Ouais. Et c'est compliqué de revenir avec... on l'a vu sur certains marchés, comme la musique aussi, où finalement... ça a modifié vraiment. C'est pas finalement le business model du gratuit, c'est un peu compliqué comme terme parce qu'il y a toujours quelqu'un qui finance. Ouais. Simplement, c'est qui va financer derrière, c'est ces modèles biphase ou triphase, ou qui va financer et qui trouve de la valeur. Qu'est-ce que ça veut dire un modèle biphase ou triphase ? En fait, il y a plusieurs acteurs, chacun finalement il voit une valeur et souvent le consommateur c'est gratuit pour lui et derrière il y a quelqu'un qui finance, une entreprise, un donateur. Il y a toujours, parfois même c'est des subventions, il y a des modèles qui fonctionnent sous forme de dons. Donc il ne faut jamais croire que c'est 100% gratuit, ça ne peut pas, sinon il n'y a pas de pérennité, il y a forcément quelqu'un derrière. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a eu une prise de conscience générale de la part des utilisateurs. Aujourd'hui, tout le monde a compris que, effectivement, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Et c'est là où on arrive, je pense, aux limites d'acceptation peut-être des internautes. Qu'en pensez-vous, Alain Staron ? Vous avez passé 35 ans à disrupter des modèles dans des grands groupes, dans des startups, et vous continuez aujourd'hui. Est-ce que ces modèles économiques du web sont en train de changer ? Alors, oui et non. C'est vrai qu'il y a une prise de conscience de la valeur des données personnelles et le risque qu'on a à les voir faire partir. Ceci dit, cette prise de conscience est très localisée. C'est pas du tout la même en Europe, aux États-Unis et en Chine. Même si aux États-Unis ça monte, moi j'ai discuté avec des Américains qui trouvent naturel d'échanger leurs données contre soit des services publicitaires, soit la sécurité du pays, quand même. Je trouve ça normal. Donc on va voir, on a 3 plaques géographiques, et évidemment l'Europe est à la pointe. Maintenant, RGPD, donc ça se met en place. Est-ce que les GAFA s'arrêtent ? Non. Non. Google est déjà en train de vouloir arrêter les cookies et les repasser par des flocs. Donc flocs, c'est des cohortes d'individus, ce qui fait qu'on ne sait plus atteindre l'individu lui-même. C'est une réponse. Apple arrête son ID for Advertising, d'IDFA, ce qui fait hurler Facebook. Enfin, on voit bien que sur les côtés les plus en pointe, les plus agressifs, les technologies se mettent en place pour stopper ça. Et puis à l'inverse, vous avez Quant qui dit « Moi, je suis un moteur de recherche sans collecter aucune donnée personnelle ». Donc les gens bougent. Donc là, les modèles bougent. Donc, là, vous avez raison. C'est-à-dire même au niveau de Google, et on a vu d'ailleurs l'apparition du payant même sur YouTube, ce qui était quand même un phénomène incroyable. Absolument. Alors, faites attention à ce que ça veut vouloir dire, mais juste pour terminer l'introduction, effectivement, aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, 100% de la croissance de la publicité payante, c'est Google et Facebook. Enfin, 100% pas sur les deux, mais presque. D'accord ? Et puis tous leurs affiliés. Donc ça s'appelle une rente. Quand il y a une rente, à un moment ou à un autre, il y a une disruption. Donc il faut être confiant, ça va arriver, et ça va probablement arriver par des technologies, on va en reparler peut-être tout à l'heure, et des nouveaux acteurs. On va donner la parole à Christophe Bosquet, justement. On va rentrer un peu plus dans le détail de ces business models. Bonjour Christophe. Bonjour.
Alors, l'affiliation, c'est un modèle de revenu qui a participé à créer de nombreux services gratuits sur Internet. Vous connaissez bien ce dispositif puisque c'est le métier historique de votre entreprise. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler le fonctionnement de ce mécanisme et nous dire comment il est en train d'évoluer ? Alors, l'affiliation, en effet, ça existe depuis un peu plus de 20 ans aujourd'hui. Le principe, c'est la digitalisation du modèle économique d'apport d'affaires. Donc, si on devait schématiser, c'est lorsque un article vous parle d'un produit, donc on va prendre un guide d'achat qui va vous parler d'un modèle de vélo qu'il va recommander avec un avis sur ce vélo. Il va mettre un lien vers un site marchand ou vers des sites marchands qui vendent ce vélo. Et donc derrière, si l'internaute clique et va acheter le vélo, il y a un pourcentage de la vente qui va être reversée au site éditeur, donc au site qui a parlé du produit. Donc on n'est pas totalement dans un modèle gratuit au sens où on a pris de la collecte de données de l'utilisateur pour financer l'article. C'est l'utilisateur a payé son produit et une partie de l'achat va rémunérer la recommandation et donc l'apport d'affaires. Donc c'est ça le principe de l'affiliation, c'est vraiment l'industrialisation, la digitalisation du modèle d'apport d'affaires. Qui a permis quand même donc de proposer des services gratuits puisque c'est un modèle de revenu en soi. Et ma question était, est-ce qu'aujourd'hui c'est en train de bouger sur la question de l'affiliation ? Est-ce qu'on voit des nouvelles choses arriver ? Ouais. Il y a beaucoup d'évolutions et l'année dernière, avec le confinement, on a encore vu une vague d'accélération. C'est que à partir du moment où le principe, comme je l'expliquais juste avant, le principe de l'affiliation ne repose pas sur le principe de collecte de données utilisateurs, il repose vraiment juste sur le principe d'apport d'affaires. On va avoir un modèle qui est beaucoup plus propre par rapport à tout ce qui peut être décrié ces derniers mois, voire ces dernières années. Et donc, on peut voir de plus en plus de typologies, donc de types d'acteurs qui deviennent des affiliés chez nous. Donc, on a le cas des sites médias. Donc, tout à l'heure, je parlais de guide d'achat, mais on a pu voir l'année dernière un ensemble d'acteurs de la presse, de la PQR ou même de la presse généraliste qui sont devenus des nouveaux affiliés, là où avant leur modèle économique reposait beaucoup sur la publicité et donc sur la collecte de données, le ciblage publicitaire. On commençait à tester ce modèle depuis un peu plus d'un an et il y a eu vraiment une phase d'accélération avec le confinement. Et donc ces nouveaux acteurs sont arrivés et reposent une partie de leur business aussi sur cette logique. Et historiquement, on a beaucoup de services qui se sont créés autour de ce principe. On a les sites si on prend le cas le plus facile, les sites de bons de réduction, les sites de bons plans. L'utilisateur ne va pas payer pour accéder à des réductions. Par contre, il y a un pourcentage de ces achats qui vont être versés au site de bons de réduction. On a le même principe avec des systèmes de fidélisation, des sites de cashback. On va avoir des principes des listes de naissance et les listes de mariage. Elles sont gratuites pour l'utilisateur parce qu'une partie de ces achats vont permettre de les financer. Et on a les comparateurs de prix. Enfin, aujourd'hui, il existe à peu près une vingtaine de typologies sur le marché qui existent et qui fonctionnent grâce à ce principe. Donc ce gratuit, on est bien d'accord a priori autour de la table, il ne va pas disparaître, simplement il va s'accompagner de nouvelles pratiques. Quels seraient les risques et les dangers à ne pas bouger et à continuer à travailler sur la collecte de données ? Virginie. Déjà la dévalorisation de la donnée, on l'a dit, comme effectivement elle a moins de valeur. On le voit, il y a certaines entreprises... Quand on voit sur Dropbox, c'est 2 à 3% d'utilisateurs payants, c'est-à-dire qu'après, il faut financer les 97% qui sont en mode gratuit. Quand on voit que Twitter a atteint la rentabilité, je crois qu'il y a à peine 2 ans, en étant sorti en 2006. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que le gratuit, à un moment donné, il faut financer tout ça et que ça a ses limites. Et quand est-ce qu'on arrive aussi à switcher vers du payant ? Est-ce qu'on y arrive ? Parce que parfois, on a créé des habitudes, on a habitué l'utilisateur à n'avoir rien à payer. Puis après, tout à l'heure, il y avait un sujet sur est-ce qu'on est prêt en France ou pas à sacrifier... on n'arrête pas de sensibiliser les gens, en revanche, sur le fait que... Partager ces données sur Facebook, c'est en cas de divorce une preuve, c'est une preuve pour l'employeur, c'est partager toutes ces données pour la pub, c'est des risques de partout. Et ça n'empêche qu'à chaque fois qu'il y a eu des sondages, à chaque fois qu'il y a eu des tentatives de réseaux sociaux payants qui sont arrivés en disant même pour 10 € par mois, personne n'est prêt à payer pour cet usage. Donc après, où est-ce que ça va se situer ? Est-ce qu'il y a une autre source de valeur qui va être créée derrière ? Je ne sais pas, mais
je pense qu'il va La question se pose, on parlait en introduction du nouveau réseau social audio Clubhouse, la question se pose de son modèle. On évoque un lancement, parce que pour l'instant c'est quand même une version bêta, un lancement qui pourrait proposer des fonctionnalités payantes. Donc peut-être que les gens commencent à être prêts à payer. Sur la question de qui paye, ça aussi c'est en train de bouger. Ce que nous dit Christophe Bosquet, c'est finalement on a des nouveaux acteurs qui entrent dans l'affiliation. C'est-à-dire ça, de nouveaux acteurs vont payer pour le gratuit. Alain ? En fait, ça revient à de la publicité, plus ou moins. On achète de l'audience, on cherche à être visible, on cherche à être vu, donc on veut forcément, on va payer pour ça. Donc c'est la publicité qui existe depuis la nuit des temps quand même. Donc ça va pas s'arrêter. Ce qui va s'arrêter, c'est la finesse avec laquelle on atteint les gens dans la mesure où on peut faire des intrusions. Je suis d'accord, Facebook reste malgré tout, et les gens n'en veulent pas autre chose que quelque chose de gratuit. Donc la loi, la réglementation va limiter, c'est RGPD, et c'est ce que je viens de citer sur Google et sur Apple. Facebook va probablement trouver des solutions. J'ai regardé, le modèle de Facebook, on prend le chiffre d'affaires, on divise par le nombre d'abonnés, ça fait 20 € par an. Mais si on fait la règle des 80-20, on dit il y a 20% des abonnés, des utilisateurs de Facebook qui génèrent 80% du chiffre. Ces 20% pourraient gagner dans un modèle payant 100 € par an. Il faut quand même dire qu'il y a des acteurs qui payent aujourd'hui sur Facebook. Les professionnels payent des publicités sur Facebook, payent des pages, des mises en avant de posts. Il y a un modèle payant. C'est pour ça que je pose la question de qui paye. C'est peut-être là que ça se joue, les nouveaux business models du web. Pourquoi ? Qui paye pourquoi ? C'est-à-dire que l'annonceur qui paye sur Facebook, pour tous ceux qui ont fait la pub sur Facebook, ils achètent des profils extrêmement précis. Je veux des habitants entre 30 et 35 ans, de sexe féminin, qui habitent à Paris, 4e arrondissement, voilà. Et qui ont des chiens, des chats, qui ont 3 amis. Célibataire. C'est beaucoup plus... C'est extra... Et donc si on remet en question... Avec Facebook qui lance son meeting... Et aux États-Unis, je crois que c'est même parti politique. Si on remet en question ce modèle donc, de traçage, avec une finesse qui peut être parfois choquante, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, Google est très malin. Il remet en question qu'à la marge. Il dit, je ne peux pas vous atteindre, Delphine, mais je peux atteindre les 5 personnes qui sont comme vous. Je suis désolé, il y en a 5 en France. Mais voilà. Donc à ce moment-là, je n'ai plus d'atteinte à la vie privée. Je ne sais plus exactement qui vous êtes, mais vous êtes dans un cluster tellement petit que pour l'annonceur, je sais que c'est 5 clones de la même personne vu de ma proposition de valeur. Donc je vais pouvoir vendre la même chose. Et honnêtement, à court terme, c'est ça qui est en train de se passer. Et si c'est ça qui se passe, on va rester avec des GAFA. Rien ne va bouger. Christophe Bosquet, comment vous voyez-vous l'avenir là-dessus ? Parce que donc, votre modèle repose sur l'idée qu'on n'est pas obligé de passer par une collecte massive de données pour avoir une performance économique sur le web. Mais qu'est-ce qu'on a à la place de ces modèles qui aujourd'hui quand même font encore leurs preuves ? Est-ce qu'il y a de l'innovation en marketing ? Alors oui, il y a d'autres innovations. Ce que présentait Alain, c'était toujours basé autour du ciblage et du profiling, mais il existe un modèle qui existait déjà avant, mais qui est en train de revenir, ce qu'on appelle la contextualisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une publicité qui est adressée sur un site, souvent était adressée par rapport à la personne qui est exposée au site. Donc on regardait quelle était cette personne par rapport à l'exemple que donnait Alain juste avant. C'est une personne qui habite dans tel arrondissement de Paris, qui est célibataire, qui a 3 chats, qui a tous ces éléments-là. Donc on pouvait avoir un ciblage personnalisé. La publicité est en train d'évoluer. Donc là je parle vraiment du modèle publicitaire et non pas uniquement du modèle marketing, mais sur le modèle publicitaire, elle est en train d'évoluer pour revenir à un modèle de contextualisation de la publicité, mais qui est en train d'évoluer. C'est-à-dire que quand vous allez être sur un site qui vous parle de voitures, on va vous proposer des publicités qui vont être autour du secteur de la voiture. Ce qui devient un peu plus cohérent parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade où quand vous étiez sur un site qui parle de voiture, on vous proposait des publicités avec des paires de tennis parce qu'on sait que vous êtes intéressé par une paire de tennis en ce moment, mais vous avez un domaine qui est totalement décontextualisé par rapport au contenu que vous êtes en train de regarder. Et donc ça, c'est des domaines qui sont en train de revenir, c'est la contextualisation publicitaire. Il y a de plus en plus d'acteurs qui se sont relancés dans cette bataille, qui font évoluer cette bataille de façon à comment mieux exposer les produits en rapport avec le contenu que vous êtes en train de consommer. On peut parler aussi peut-être de tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux, de l'influence. On travaille beaucoup aujourd'hui avec des réseaux d'influenceurs quand on est annonceur.
Oui, alors l'influence, on est en train de voir aussi l'influence pour nous, en fait, c'est un peu la suite logique de l'affiliation, c'est-à-dire que l'influence, et on le voit avec le grand lancement qui a été fait par TikTok ces derniers temps, où TikTok a lancé sa propre plateforme d'affiliation interne au niveau mondial, qui est de proposer aux influenceurs de toucher un pourcentage sur les ventes des produits qu'ils vont générer grâce à leurs vidéos. Et donc, c'était un principe juste d'apport d'affaires, c'était un principe d'affiliation. Et ça, nous on a commencé à le mettre en place il y a maintenant pas mal d'années. Donc, avant, c'était avec des blogs. Et puis, au fur et à mesure, ça a été accompagné par Instagram, par Facebook, par TikTok, par Snapchat et les différents réseaux sociaux qui peuvent exister. Mais ça revient à de l'affiliation. Donc, ça revient à un modèle de je recommande des produits, je propose des produits, je les ai testés, je les ai comparés et donc je vous permets de les acheter avec souvent des avantages en passant sur ce modèle. Et donc le marketing d'influence, on le voit depuis 4-5 ans, est en train aussi d'augmenter, de prendre une part de voix importante et il est basé sur de la recommandation produit et pas uniquement sur du ciblage. Là, je parle vraiment de la partie influence et pas des ciblages de données qui sont faits sur les réseaux sociaux. Oui, alors Et l'influence revient à de l'apport d'affaires. les mécanismes sont pas nouveaux. Ce qui est nouveau, c'est la manière dont on les utilise. C'est comme ça que ça fonctionne. Et là, de passer par des réseaux d'influenceurs, c'est quand même quelque chose d'assez innovant. Alain Staron, moi, sur la question aussi de ce passage vers le payant, est-ce que ça voudrait dire qu'on sortirait de l'économie de l'attention dont on parle ensemble? Ça, c'est un autre de mes dadas, mais c'est pas tout à fait le même sujet. Donc, d'abord, effectivement, le contexte est complémentaire du ciblage. Le contexte, dans mes années à TF1, on faisait que du contexte. Et le ciblage est arrivé par-dessus et le mélange des deux est bien. Alors, on a un peu oublié le contexte, on sait effectivement très bien qu'on y revienne. Mais là, jusque-là, ça reste publicitaire. Bien. Si je voulais juste, avant de répondre à la question, sur la partie contexte, il y a quelque chose qui est en train d'arriver qu'on ne voit pas du tout. Et je ne sais pas comment ça va être traité. C'est que nous allons être entourés, tous, les uns et les autres, de plusieurs dizaines d'objets connectés qui vont remonter des informations à notre insu. Beaucoup plus sensibles et privés que tout ce qu'on connaît parce qu'on regarde ce que vous faites sur votre écran. L'économie de l'attention, c'est qu'est-ce que je fais de mes yeux et de mes oreilles, mais des fois, je suis en train de faire du vélo, je suis en train de conduire ma voiture, je conduis trop vite d'ailleurs, ou je prends des virages trop rapides. Au contraire, je suis très prudent. C'est déjà en place. C'est Allianz qui fait payer, pay as you go. Ma machine à laver consomme beaucoup de détergent, etc. Mon aspirateur robot, il passe tous les jours ou toutes les semaines où il y a beaucoup de miettes ou il n'y a pas beaucoup de miettes. Bref, vous avez une panoplie d'objets, on parle de dizaines d'objets, une cinquantaine d'objets chacun autour de soi. Vous avez une montre connectée. J'en fais partie. Ouais. Voilà. Et donc ça va apporter une information et de ciblage et de contexte extraordinaire. On avait parlé de ça récemment, mais si vous avez un poignet Fitbit, ça a été approuvé, le rachat de Fitbit par Google, qui vous donne votre battement cardiaque et qu'en même temps, vous savez devant quelle publicité vous êtes, vous avez un marqueur extraordinaire de la performance de l'appli. Après, Google s'est engagé justement dans ce deal à ne pas utiliser ces données. On verra ça. Virginie, ce passage du gratuit au payant, quelle est votre opinion sur cette question? Est-ce que vous pensez que c'est incontournable? Alors, je crois pas que quand on dit payant, c'est pas forcément tout de suite payant, mais avec des systèmes de paywall ou en tout cas des nouvelles choses à inventer pour commencer à faire payer l'utilisateur. Je pense qu'effectivement, déjà, il faut bien distinguer publicité, data collectée et modèle basé sur le freemium, c'est-à-dire LinkedIn. Ouais. Typiquement, on utilise gratuitement, puis on a des options payantes. Qui sont quand même des choses sensiblement différentes. Beaucoup sont mais aussi... ce que je veux dire, c'est le fait de faire appel au porte-monnaie d'utilisateur. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pensez incontournable? Alors, incontournable, je n'en sais rien. Il y a quand même des sujets ou des domaines d'activité où finalement il y a une perte de valeur qui est telle qu'aujourd'hui c'est compliqué de revenir, en tout cas à faire payer l'utilisateur final ou le particulier. En revanche, je pense qu'on peut recréer de la valeur. Il y a toujours une place, c'est cyclique de toute manière, il y a toujours une place pour des acteurs avec des positionnements différents et parfois des positionnements très clivants aussi. Un nouvel acteur qui pourrait dire, Quant avait fait le pari de dire, moi je m'oppose à cette gestion des données, etc. Alors,
Est-ce que c'est un pari gagnant ou pas? Je n'en sais rien. Et c'est un ensemble de variables. On ne peut pas dire que c'est juste le business model qui va être gagnant ou pas. Il y a toute une stratégie derrière aussi, de communication, à quoi je réponds derrière. En revanche, il y a un livre qui est très intéressant aussi sur cette approche, qui est de dire on pénètre par du gratuit, on fait évoluer par du payant. C'est le modèle Hook. Enfin, je ne sais pas si vous avez lu ce livre, Hooked, mais qui est intéressant puisqu'on crée de l'habitude, on s'ancre dans le quotidien des utilisateurs. Et une fois qu'il est vraiment, vraiment habitué, ça y est, on intègre le payant. C'est Google. Maintenant, à partir de 15 gigas de stockage, ça devient payant. Voilà, une fois qu'on ne peut plus s'en séparer. Mais c'est bien une complémentarité. Gratuit pour la base et payant pour c'est le freemium. C'est le modèle hybride, quoi. Oui, c'est Dropbox, c'est LinkedIn. Et encore qu'il y a des startups, j'ai échangé avec des startups assez successful en ce moment qui m'expliquaient que quand elles se sont lancées, elles ont lancé sur du gratuit. Et quand elles ont lancé sur du gratuit, finalement, il n'y avait pas d'usage, pas de valeur, personne s'en servait. Elles ont cru qu'il n'y avait finalement pas de marché. Elles sont revenues à du payant et c'est en remettant de la valeur payante que ça a pu réamorcer la pompe pour que les gens l'utilisent. Donc finalement, ce n'est pas toujours un modèle évident. Sachant que le volume n'est pas le même. Si vous êtes dans le gratuit, il faut tout de suite des grandes masses. Si vous êtes dans le payant, vous pouvez démarrer et même rester niche pendant très très longtemps. Ou vous avez des poches très profondes de vos actionnaires comme Twitter, comme vous disiez tout à l'heure. Alors, je voulais faire réagir aussi Christophe Bocquet sur la fin des cookies tiers. Donc, c'est des fichiers qui sont intégrés sur des sites pour d'autres sites et qui permettent comme ça de suivre, de tracer les surfs des internautes. Quelles conséquences vous pensez que ça peut avoir pour vos clients et leur business model? Ouais, la fin des cookies tiers, c'est important de préciser parce que tout à l'heure, en introduction, Alain parlait de la fin des cookies quand il parlait des changements. Alors, on parle bien vraiment juste de la fin des cookies tiers. Même Google, avec le flop, tout ça, ça concerne surtout les cookies tiers. La différence, parce que sans rentrer dans trop les détails, mais la différence, c'est qu'on a deux types de cookies. On va avoir les cookies qui vont être partagés, c'est-à-dire que vous allez les poser sur le navigateur avec un nom de domaine et vous allez pouvoir y accéder à partir de plein de sites. Donc c'est ce qu'on appelle les cookies tiers. Et on va avoir les cookies first, donc qui vont être posés sur un nom de domaine et qui ne seront accessibles que par la navigation sur ce domaine. Et donc la fin des cookies tiers, donc c'était un élément qui était utilisé pour partager des données entre sites. C'est-à-dire que vous naviguez sur un site, on allait collecter des données sur vous, mais qui ne sont pas forcément des données personnelles qu'on allait mettre dans votre navigateur. Et quand vous allez aller sur un autre site web, on allait pouvoir accéder à ces données. Ça ne sera plus possible. Donc, c'est déjà plus possible avec Apple depuis un bon moment avec les changements ITP qu'ils ont pu mettre en place. Google a annoncé que pour début 2022, ça sera totalement terminé pour les cookies tiers. Et donc, ce qui veut dire qu'il faut rentrer dans un contexte fermé. Donc le contexte fermé, c'est que les données qu'un site va collecter, il ne sera les seuls à pouvoir y accéder. Et donc ce qui veut dire que si je reviens sur le modèle de l'affiliation dont on parlait juste avant, le modèle de l'affiliation est totalement compatible avec le principe du cookie first, parce que le modèle de l'affiliation repose sur calculer de l'apport d'affaires d'un site A vers un site B. Et après, derrière, il n'y a pas de partage de données ou d'exploitation des données sur d'autres sites. Donc, c'est ce qui veut dire que le modèle de l'affiliation est totalement en règle avec ça. Par contre, si on commence à rentrer dans du ciblage publicitaire, là, par contre, ça devient plus compliqué. Donc, c'est là où il y a un vrai changement. Et il va falloir accompagner pas mal de boîtes, j'imagine, sur cette question. C'est un des gros enjeux. Ouais. Alain Staron ? Oui. On les prépare ? On les prépare, mais on est encore dans l'attention. Moi, mon intuition, c'est que la bataille va se déplacer. C'est-à-dire que tout ce que vous remontez tout le temps comme données, même quand vous n'êtes pas devant un écran, va devenir pertinent pour un annonceur. Et cette bataille n'est pas du tout adressée aujourd'hui. Ce qui me fait dire que... Alors, on voit bien ici un Google qui travaille sur les objets connectés, Facebook également. Apple est au cœur du sujet. Mais voilà. Et cette nouvelle bataille, il est possible qu'elles prennent des nouveaux modèles économiques. Il y aura toujours du gratuit, mais en échange d'un service physique, quand même plus fort que simplement un service de type réseau social. Oui, alors on n'a pas eu le temps de l'aborder, on arrive à la fin de cette émission, mais il y a aussi effectivement tous ces déplacements de nouveaux usages. On parle du Drive to Store notamment, mais bon, ce sera l'objet d'une autre émission. Merci beaucoup Christophe Bosquet, président définitif, Virginie Févet, fondatrice, directrice générale de Startac, et Alain Staron d'Amborella. Juste après la pause, alors on a eu beaucoup d'anglicismes évidemment dans le marketing, c'est une spécialité. On va en parler avec le gentleman numérique pour savoir comment manier cet art de bien parler anglais.